Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information. Tout de suite, les titres. Opération de ramassage des déchets à Aroué. À l'initiative de la gendarmerie, cette collecte a réservé quelques surprises aux volontaires. Des objets insolites ont été trouvés comme des systèmes de détection de gaz. Une enquête est ouverte. 24 heures d'enseignement plutôt que 27. La réforme des rythmes scolaires se précise. La communauté éducative est invitée à donner son avis sur les 5 propositions d'horaires aménagés. Des changements qui impliqueront également les communes et les transports. Pour nous en dire plus, on accueille le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation, Johnny Biré, est sur notre plateau. Et comme chaque jeudi, Oriano Tefao nous donnera des nouvelles des athlètes polynésiens à l'étranger, puis en Australie où se perfectionnent 4 jeunes espoirs du kayak polynésien. Avant de développer nos titres, le budget du CHPF a été à nouveau longuement discuté en conseil d'administration ce matin, puis cet après-midi. En cause, le volume de l'enveloppe dévolue à l'établissement jugé insuffisante selon les représentants du personnel. Compte rendu avec Laure Philibert et Mathaï Oreille. 2 semaines après leur dernière rencontre, les administrateurs de l'hôpital du Taoné avaient de nouveau rendez-vous ce jeudi pour évoquer le vote du budget de l'établissement. Un budget toujours sous-évalué par rapport aux besoins du personnel. Et après 3h30 de discussion, ce budget a-t-il enfin été voté ? Ah, pas du tout. Et là, il y a une suspension nouvelle. Donc voilà. Pour quelle raison cette fois-ci ? Même si on était dans une présentation sincère du budget, ce n'est pas le budget de l'hôpital, ce n'est pas ce qui équivaut aux besoins de l'hôpital. Donc même si on est dans l'attente de la promesse de notre président pour les subventions d'1 milliard, il nous manque toujours 5 milliards. La situation est déjà inquiétante depuis 2023. Elle est encore plus inquiétante aujourd'hui avec un budget qui ne correspond pas du tout aux activités de notre hôpital. Confiant, le ministre de la Santé estime qu'il s'agit surtout d'ouvrir le dialogue. Nous avons pris en compte l'ensemble des problématiques des partenaires qui nous ont expliqué leurs difficultés. Ça demande de revoir certaines choses au niveau des finances, au niveau de la CPS. Et nous allons travailler ensemble. Nous nous sommes donné du sang pour arriver à travailler là-dessus ensemble afin de voter sereinement ce budget. Parce que le CHPF est important pour tous, c'est le dernier endroit de soins et on doit donner les moyens à cet établissement pour fonctionner. Patrick Galenon le précise, c'est bien l'hôpital qui présente un budget insuffisant et cette fois, la CPS ne devrait pas avancer une partie de la somme nécessaire pour combler les besoins. Si le budget avait été soumis au vote aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu être voté ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y avait aussi un désaccord entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Parce que le ministère des Finances semblait plutôt réticent. Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas faire en sorte que voter un budget, ce n'était pas suffisant. L'année dernière, rappelez-vous, nous avions avancé les sommes qui avaient été transformées en subventions. Aujourd'hui, on est un peu plus réticent d'avancer parce que si on avance et ce n'est pas fléché sur le personnel, on n'est pas d'accord avec cette formule. Après avoir décidé de suspendre les discussions, elles ont finalement repris en fin de journée. Difficile de savoir si le ministère se lancera dans un vote avec une partie des administrateurs bien décidés à voter contre les premières propositions. Et finalement, le budget général de l'hôpital a été adopté en début de soirée par 6 voix contre 5 abstentions. On écoute tout de suite Cédric Mercada, le ministre de la Santé, et Mireille Duval, le représentant du personnel. La suspension visait à avoir certaines discussions en off avec les uns et les autres pour avoir entendu l'ensemble des partenaires, comme c'était la volonté au départ. Et nous sommes arrivés à un consensus et aujourd'hui, nous sommes arrivés au vote de ce budget ensemble. Avec quand même 5 abstentions, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'ils attendent le collectif, mais on est d'accord, et le président aussi, pour arriver à la somme convenue et sans aucune difficulté. Alors quel est l'accord que vous avez trouvé, que vous n'aviez pas encore réussi à trouver ce matin ? L'équilibre budgétaire, on y est tranquillement ensemble, et l'équilibre au regard de leurs besoins RH, et on est complètement raccord sur leurs difficultés au quotidien. Donc le budget s'élève à combien du coup ?
Vous le verrez tout à l'heure, on en parlera, mais on a fait les 28 milliards. Les infos, c'est dans un quart d'heure, donc c'est possible de savoir le montant de ce budget? Les 28 milliards qui étaient annoncés et demandés, qui sont là. Il n'y a pas de souci. Tout est là. Vous les avez trouvés où? On a négocié avec les uns les autres et la CPS donnera un petit peu aussi, mais sous réserve du vote. Mais je pense que Patrick s'y emploiera et on y arrive ensemble. Est-ce que vous avez voté en faveur de ce budget? Ah, pas du tout, nous sommes abstenus. Il y a eu 5 abstentions, 6 pour. Et nous sommes dans l'attente du collectif budgétaire. Et notamment, nous serons vigilants sur le suivi du fléchage de ce collectif qui normalement nous donnera les 1,7 milliard. Voilà. Qui sont les abstentionnistes? Les syndicats de travailleurs et les 2 représentants PH, médecins, et le représentant du Conseil de l'ordre des médecins. Vous réunirez-vous avec le personnel demain? Ah oui, là, on va demander une exception. J'espère qu'elle va être acceptée, mais on devrait se réunir au plus tard demain, enfin au plus tôt demain, au plus tard lundi matin. Pour réfléchir à d'éventuelles actions ou tout simplement pour échanger sur la nouvelle configuration? Pour réfléchir éventuellement aussi à des actions à venir si toutefois ce fléchage, enfin ce collectif ne passe pas ou le suivi du fléchage justement de cette somme d'argent ne correspond pas à ce qui a été exposé. Voilà des réactions tout juste recueillies par nos journalistes Laure Philibert et Mata Ihorei. À Mahina, trouvailles insolites lors d'une opération de ramassage de déchets à Hitimahana ce matin. Des balises de détection de gaz ont été découvertes, abandonnées dans la nature. La gendarmerie qui a organisé l'opération va enquêter sur leur provenance. Esther Parocordette. Après les fortes pluies et les fortes houles, ce sont un peu plus de déchets qui sont rejetés sur les côtes de Hitimahana. J'ai retrouvé ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas à traîner. C'est les personnes qui jettent les déchets un peu partout. Du coup, ça aide pas trop la planète avec le changement climatique aussi. Mais parmi la multitude de détritus, les gendarmes à l'origine de l'opération font des découvertes étonnantes. Des balises de détection de gaz ramassées par les lycéens sur le parking. Je m'attendais à des déchets de plastique, des bouteilles de plastique, donc tout ce qu'on a pu trouver, des batteries, des pneus, tout ce qui peut être charrié par l'eau. Mais non, des balises comme ça, là, surtout ce qu'on me dit pour détecter les gaz, je ne vois pas vraiment l'utilité ici, quoi. Une enquête a été ouverte. Écoutez, essayez de rechercher les propriétaires, mais comme ça... voir avec le numéro de série si on arrive à retrouver quelque chose avec l'entreprise qui les a vendus. Bon, ça vient d'une entreprise de métropole, à Arras, France. Donc écoutez, on va faire les investigations pour essayer de retrouver qui aurait pu jeter ça ici, quoi. Tu travailles avec des câbles, tu sais, t'as Des déchets insolites et dangereux jetés par les habitants, l'association Mama Natura les retrouve souvent lors de ses campagnes de nettoyage. Ses membres ont ramassé 1 tonne de détritus depuis le début de l'année et appellent la population au tri des déchets. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les déchets, donc il faut trier ces déchets. Il y a des déchets qui sont pas communs, comme on a pu trouver ce matin, des espèces de balises, je ne sais trop quoi. Donc je ne sais pas si ça appartient à une entreprise du Fénois, mais en tous les cas, il y a à Mutuuta, le CET de Mutuuta pour pouvoir aller, le CRT pardon, de Mutuuta pour pouvoir aller déposer ce type de déchets. 440 kilos de déchets ont été ramassés, tout a été trié pour assurer aussi la sécurité des éboueurs. Avis aux parents et professeurs d'élèves du premier degré, vous êtes invités à donner votre avis sur les nouveaux rythmes scolaires avec une semaine de classe qui passe de 27 à 24 heures. Une consultation prévue du 11 au 15 mars au sein de chaque école. 5 propositions d'aménagement horaire sont proposées pour des semaines de 4 ou 5 jours d'école. Les résultats de vos votes seront dévoilés à compter du 29 avril. Les communes et la direction des transports terrestres sont jointes à cette réflexion. Plus de détails sur cette réforme en cours avec notre invité Johnny Biré, directeur du cabinet du ministre de l'Éducation. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors pour reprendre les propos du ministre, l'idée de cette réforme est d'organiser la semaine scolaire en l'adaptant aux besoins des élèves et aux spécificités polynésiennes, c'est-à-dire le besoin des élèves, tout le monde le sait, les élèves sont quand même différents que l'on soit placé dans un point du globe ou l'autre. Nos élèves polynésiens ont leurs spécificités qui peuvent être culturelles, linguistiques et même des spécificités liées au climat ou au rythme de la journée.
Et donc, à l'échelle de la Polynésie, on a tendance à dire que la Polynésie est aussi grande que l'Europe. Effectivement, il y a différentes situations qui peuvent se proposer à la population et donc aux élèves. Et on considère, le ministre de l'Éducation, M. Roni Telipaya, considère que les élèves dans leur milieu, on va dire archipélagique par exemple, ont des spécificités propres qu'il faut respecter. Et les rythmes scolaires fait partie de ces aménagements que l'on peut mettre en place pour respecter justement ces spécificités de nos archipels. C'est notamment le cas au Tuamotu ou encore aux Marquises où la réalité est complètement différente de celle de Tahiti. Tout à fait. Le rythme est différent. Le lever du soleil est différent. On a la sensation que le soleil, mais c'est une vérité aussi, qu'il se lève beaucoup plus tôt au Tuamotu. Bon, l'activité commence très tôt au Tuamotu et finit beaucoup plus tôt aussi. Donc il y a une adaptation naturelle qui s'est faite depuis des années et des siècles au Tuamotu et nous, on doit en tenir compte pour justement proposer des rythmes qui correspondent au rythme de l'élève pour qu'il se développe et qu'il apprenne dans les meilleures conditions possibles. On passera donc d'une semaine de 27 à 24 heures, comme en France. Comment suivre le programme éducatif avec moins d'heures d'enseignement? Alors déjà, il faut savoir que en France, comme en Polynésie d'ailleurs, nous sommes à peu près, en Polynésie en tout cas, nous sommes à 936 heures à l'année. Nos élèves font 936 heures à l'année. Dans les 22 pays de l'OCDE, l'ensemble, la moyenne, fait 740 heures à l'année. Donc il y a quand même un gap entre le temps d'enseignement en Polynésie, on va dire, et le temps d'enseignement dans les pays de l'OCDE, et notamment en France. Cette réforme, elle permet quand même de répondre aux recherches qu'il y a eu avec des scientifiques qui disent que le fait d'augmenter le temps d'enseignement ne sert à rien, ça n'apporte pas, il n'y a pas de plus-value pour l'apprentissage des élèves. Au contraire, il faut revoir les méthodes, il faut revoir les façons de faire, et revoir aussi l'environnement que l'on met en place pour permettre à ces élèves de se développer. Donc c'est le travail que l'on est en train de faire, et là il s'agit pour nous donc de proposer un rythme qui permette aux élèves de voir tout le programme à l'année et même sur 3 années, puisqu'il faut savoir que les programmes scolaires, notamment dans le premier degré, sont des programmes scolaires qui sont construits sur des cycles, donc des cycles de 3 ans. Donc à l'échelle du cycle de 3 ans, selon les programmations mises en place par nos professionnels, par les enseignants, ils ont la possibilité de réguler finalement les apprentissages et les notions et les compétences qu'ils doivent maîtriser pour permettre à la fin du cycle aux élèves d'avoir les compétences de base pour continuer dans le cycle suivant. Et en dehors de ces 24 heures d'enseignement, comment s'organisera la prise en charge des élèves en dehors du temps scolaire? Alors en dehors du temps scolaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors du temps scolaire, ce n'est plus un temps qui est de la responsabilité de l'éducation. C'est un temps communal, notamment le temps périscolaire. Alors le temps périscolaire, il comprend quoi? Il comprend en fait le temps avant l'école, donc ça peut être le matin. Ça peut être la pause méridienne, puisque la pause méridienne, c'est une prise en charge dans les cantines ou réfectoires par les communes. Donc c'est un temps communal. Et après les heures. Donc après les heures, les élèves pourront bénéficier d'activités. D'ailleurs, dans la réforme qui est mise en place, les enseignants font 24 heures en classe, effectivement, mais ils sont tenus de faire 1 à 1 heure à 1 heure et demie en plus dans le temps, on va dire, périscolaire, pour prendre en charge les élèves volontaires qui vont venir à la rencontre des enseignants pour apprendre autrement. L'idée phare ici, c'est d'apprendre autrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communes qui souhaiteront, qui n'ont aucune obligation de le faire, qui souhaiteront mettre en place des activités périscolaires, eh bien, ils ont la possibilité de proposer des activités. Alors nous, on insiste sur l'aspect éducatif, culturel et sportif, pour permettre à ces élèves d'apprendre d'une autre façon, avec peut-être d'autres interlocuteurs. Et l'un des objectifs de cette réforme des rythmes scolaires, notamment en zone urbaine, c'est de fluidifier la circulation. Alors bien sûr, cette réforme-là, elle entre dans le cadre d'une réforme globale que veut Monsieur Telipaya. Donc c'est la réforme du système éducatif, il a été clair là-dessus. D'ailleurs, une réflexion a été lancée récemment et va monter en puissance sur l'écriture d'un projet éducatif territorial, mais on n'a pas encore trouvé vraiment son nom, mais on l'appelle comme ça pour l'instant, qui va permettre de revoir et de consulter surtout la population et l'ensemble des personnes autour de l'école et dans l'école pour revoir notre système par des actions concrètes à moyen et long terme. Et là, l'idée, bien sûr, derrière, c'est de répondre aux besoins des élèves a priori.
Mais dans un premier temps, ce seront donc les parents et les professeurs qui seront consultés au mois de mars. Alors les parents et les professeurs et les communes, parce que les communes, on tiendra compte de l'avis des communes aussi. Et de leurs moyens limités. Ah oui, il faut tenir compte de leurs moyens, de leurs moyens humains, parce qu'ils mettent à disposition des écoles quand même du personnel. Ensuite, il faut voir aussi leurs moyens par rapport à tout ce qui est organisationnel. Et puis, bien sûr, c'est important pour eux, c'est l'aspect budgétaire. Johnny Biri, merci pour ces éléments d'information et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Un plaisir, merci. On parle aussi de cette jeunesse polynésienne associée au devoir de mémoire. L'association Le Souvenir Français organisait ce matin à l'Assemblée une cérémonie de passation de drapeaux. Le but, donner une seconde vie à ces étendards riches de symboles et de valeurs. Thomas Chabrol et Mereteato. 3 ans après la première remise de drapeaux au collège de Tiperoui et du Taoné, l'association Le Souvenir Français perpétue ce moment solennel avec la passation des étendards à d'autres collégiens. Emma, porte-drapeau du collège de Tiperoui, rend aujourd'hui le drapeau qui lui avait été confié à ses camarades du collège de Punaoya. Pour nous, ça représente aussi une grande fierté parce que c'est un drapeau avec beaucoup d'émotions qui nous a été transmis. Et il veut dire énormément de choses, ce drapeau, donc on est très content de l'avoir eu. Il y a un engagement de 3 classes qui vont donc préparer, donc là par exemple, le débarquement, l'anniversaire du débarquement, des débarquements de Normandie pour 2024. 10 collèges et écoles participent à cette cérémonie. La jeune génération est réunie auprès d'anciens combattants. Luigi Piras, 86 ans, qui a fait sa carrière dans la Légion, regarde avec un œil bienveillant l'engagement des jeunes qui portent à leur tour les drapeaux. Un jour, seront eux qui vont faire le chemin que nous avons emprunté. Moi, ça fait depuis 1960 que j'ai servi la Légion étrangère et qu'aujourd'hui je me trouve parmi tous ces enfants qui sont généreux, ils sont contents d'être avec nous. À travers cette action éducative, les couleurs des associations d'anciens combattants trouvent une nouvelle vie. Ainsi, lorsqu'une association disparaît, les drapeaux ne se perdent pas. Que devient le drapeau ? Ce drapeau, on le retrouve ou chez le président de l'association s'il est survivant, ou pire, on le retrouve sur Internet. Et le Souvenir Français a dit, il n'est pas question qu'on retrouve ce drapeau qui ont une valeur de symbole. On va récupérer ces drapeaux d'associations qui disparaissent et on va en faire ce qu'on appelle une opération deuxième vie pour les drapeaux. On va confier ces drapeaux à des classes, à des établissements scolaires. Poéveil participe à cette cérémonie avec beaucoup de fierté. Elle est l'arrière-petite-fille de Philippe Bernardino, Tamari volontaire qui, après la Seconde Guerre mondiale, s'était réengagée pour l'Indochine. C'est réellement important pour moi aussi, avoir pu en savoir plus sur mon arrière-grand-père. Au Fénois, on compte une dizaine d'associations d'anciens combattants. 1750 anciens militaires sont recensés auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. En sport, la ministre Nahima Temari a tranché dans le combat qui oppose les fédérations de boxe d'Ismaël Tahiata et de Tauhiti Nena. Comme nos confrères de radio l'annonçaient hier, Tauhiti Nena, président de la Polynesian Boxing Association, s'est vu accorder la délégation de service public, de quoi relancer la polémique dans le noble art polynésien. Ndieb Désiré Teivao. Une mauvaise gestion des subventions. C'est ce qui est notamment reproché à la Fédération de boxe de Polynésie française, présidée par Ismaël Tahiata. Le dirigeant pourtant se défend, expliquant que chaque dépense a été justifiée. Pour le patron de la FBPF, cette décision de lui retirer sa délégation de service public et son agrément tient avant tout d'une volonté politique du ministère des Sports. Les 3 subventions qu'on a reçues ont toutes été justifiées. Alors je ne comprends pas pourquoi la ministre s'entête à dire qu'on ne sait pas où sont passées les subventions. Ce n'est pas un tel ou une telle qui a fait le bilan financier, c'est une société d'experts comptables. Mais même avec tout ça, ils ne veulent rien savoir. On sait qu'elle ne veut pas de nous, c'est tout. Voilà.
Du côté de Nahima Temari, on se défend de toute intervention politique et de toute intention de placer Tawhid Inena comme seul référent de la boxe au Fénois. La preuve en fait de bonne foi, c'est tout simplement que, encore une fois, c'est pas le ministère qui s'est saisi des dossiers et quand bien même c'est effectivement le ministre ou la ministre en l'occurrence qui occupe mes fonctions, qui prend cet acte et qui signe le parafeur, c'est appuyé sur des décisions qui émanent des services. Je peux comprendre qu'on soit fâché, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord, je peux comprendre que compte tenu du passif, on se pose des questions et on se dit non mais en fait elle est là pour donner à Tawhid Inena. C'est pas la question. Ça fait déjà plus de 8 ans que ça dure, que je pense que en continuant à accompagner en fait cette situation, on ne la résout pas. L'ultime rêve, je pense, de tous, y compris des athlètes, ce serait que les deux fédérations fusionnent. Contacté aujourd'hui, le président de la Polynesian Boxing Association ne souhaite se livrer à aucun commentaire pour le moment. De son côté, Ismaël Tahiyyata a déjà lancé plusieurs recours auprès du tribunal administratif pour contester toutes les décisions prises par le ministère. Le combat est loin d'être fini. 4 jeunes espoirs du kayak polynésien ont suivi un stage intensif pour maîtriser les rudiments du kayak en ligne. Oui, Athéna, il s'agit de Natiahi Some, Hereani Maruhi, Manoa Foucault-Brander et Nouari Tuyo. Ils sont accompagnés de leur coach Bill Barth, mais aussi Hector Eno, champion de kayak spécialiste de la course en ligne, qui les ont rejoints à Sydney pour parfaire leur technique en kayak en ligne, une épreuve olympique complètement différente de ce que l'on pratique ici, le surf ski, le kayak en haute mer. Les distances de course sont plus courtes et l'embarcation est moins stable. Pendant 3 jours, nos étos se sont familiarisés avec cette discipline sur le plan d'eau du Sydney International Regatta Center, là où se sont disputés les Jeux Olympiques de 2000. On écoute les entraîneurs Bill et Hector qui nous font le point sur la progression de nos athlètes. On est dans un bassin olympique et c'est plus pareil, c'est un autre monde le K1. Donc il y a l'équilibre à jouer et ensuite dans les couloirs, il faut rester au milieu. Le fait de rester toujours dans un couloir et de se déplacer vers la gauche ou la droite, on est disqualifié. C'est vraiment strict comme règlement. Et c'est justement Hector Reno qui chapeaute tout ça pour les entraînements. Pour les 4, là, il n'y a plus trop de problèmes de stabilité. Ils arrivent à pagayer comme ils veulent sans tomber. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en les voyant arriver ici, mais franchement, il y a eu un gros travail qui a été fait déjà à Tahiti. Et maintenant, c'est plus tout ce qui est vraiment spécifique au sprint qu'on va devoir travailler. Les départs, aller le plus vite possible. Et ça, c'est vraiment spécifique à la course en ligne. Et donc, Eno participe actuellement à une épreuve qualificative aux Jeux Olympiques, mais dans cette course, Tahiti participera hors concours, car ici l'objectif est l'apprentissage et non la performance. Plus de précision avec Bill Barth. Physiquement, ça va pour nous, mais le problème, c'est de savoir est-ce qu'on a le niveau olympique. Mais des fois, on a les temps, je pense que ça va se faire, mais pas maintenant, mais plus tard. Il faut un cadre, il faut un système chez nous. Au niveau technique, c'est déjà pas mal, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, et nos champions seront en compétition jusqu'à vendredi. On leur souhaite un grand faitoito et on vous donnera de leurs nouvelles dans le grand JT, dans la partie sport de dimanche, Athéna. Et quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. À jeudi prochain. Merci Oriane Tefao. On clôture cette édition d'information ensemble. Dans un instant, Moana vous emmène à Papeari à la rencontre du cercle des nageurs sauveteurs de Teva. Un peu plus tard, retrouvez votre série Grey's Anatomy, suivie de la rediffusion du match Tahiti-Argentine. À partir de demain soir, retrouvez ma camarade Emma Mathieu à cette même place. Quant à nous, on se retrouve lundi. Excellente soirée à tous et une très très belle fin de semaine. Journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.